Bonjour, donc j'ai réussi à faire mon entrée théâtrale, si j'ose dire, euh, là-dedans. Voilà, je vous remercie d'être là, en fait, pour écouter une histoire. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous raconter un peu l'histoire, comment tout ça se fait, comment on fait la recherche, un peu. Ça va paraître un peu anecdotique, mais je pense que ça pourrait être instructif en même temps. Alors, je ne sais pas très bien, d'ailleurs, je n'ai pas préparé comment je commence, donc je me suis dit que la chose la plus rassurante pour commencer, c'est de parler de où tout ça s'est passé. Donc, c'est à Paris, c'est à l'école de physique et chimie industrielle qui est très proche de notre cœur. Donc, vous voyez, c'est de l'autre côté. Nous sommes quelque part là. C'est à côté de Panthéon. Et là, il y a une école qui est ce bâtiment. Et le laboratoire où ça se passait se trouve sur ces étages-là et là, à cet endroit-là. Et comme nous sommes à Paris, et nous sommes très fiers d'être à Paris et très contents d'être dans cette école. Et donc c'était l'histoire de cette recherche-là que je vous en parlerai. Alors cette école, elle est très connue, elle est surtout connue parce qu'il y a une recherche légendaire qui a été faite par Pierre et Marie Curie, qui ont découvert la radioactivité. Et en fait, c'était une école d'ingénieurs qui faisait toujours la recherche en pointe. Et il y a une personne autre qui est peut-être un peu moins connue, qui était ministre d'ailleurs de la Recherche, Paul Langevin. Et pour nous, tous ces personnages sont un très grand exemple, vraiment l'exemple et l'inspiration. Paul Langevin, il est très connu comme théoricien, et moi aussi j'ai commencé comme théoricien, comme physicien, mais en même temps il a découvert les sonars. Donc vous voyez, c'est un exemple de quelque chose qui était à la fois très théorique, très à la pointe de curiosité, de la recherche fondamentale, et en même temps il y avait des applications qui sont très importantes jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, mon histoire, elle est plus liée à Pierre-Gilles Desgènes, directeur de l'école et qui a introduit dans le monde de sciences qu'on considère souvent comme nobles, une matière qu'il appelait matière molle. Enfin, c'est tout ce qui est un peu mal défini, les gels, les liquides à vaisselle, les polymères, tous ces objets-là. Et donc, il a constitué une chaire, il a nous donné les locaux pour qu'on crée les laboratoires qu'il a appelés matière molle et chimie. Et c'était notre laboratoire. Et nous sommes très fiers de ce nom. Et je ne serais certainement pas capable de l'inventer parce qu'il dit les deux choses qui sont importantes pour nous, c'est la chimie, et peut-être un jour ça s'appellera la chimie et matière molle, mais en tout cas, et ce genre d'objets de quotidien de cette recherche, et c'est de ça que je vous en parlerai. Je vous parlerai de l'adhésion. Alors l'adhésion, ça vous paraîtrait vraiment comme un sujet prosaïque, c'est-à-dire l'adhésion, on la voit tous les jours et on ne se pose pas tellement de questions. Pourquoi certains objets sont collants et d'autres ne collent pas ça paraît, et en fait, on ne réalise pas à quel point c'est mystérieux et paradoxal. Alors l'adhésion est liée pour les physiciens, on pourrait dire, c'est lié à des forces interatomiques. C'est-à-dire, les molécules s'attirent et s'attirent relativement faiblement et l'interaction est à courte portée. Et ce grand physicien hollandais ou physico-chimiste hollandais, Van der Waals, était les premiers à réaliser les conséquences de ces attractions. Et une des conséquences
qui était imaginé par Agnès Pockels et qui a fait des mesures extraordinaires. C'est une autre femme, grande savante du 19e siècle. C'est c'est l'existence de l'énergie de surface. Si vous prenez un liquide, si les molécules s'attirent ensemble, ça veut dire que à l'intérieur d'un liquide, toutes les forces se compensent. C'est-à-dire que comme une molécule a beaucoup de voisines, les forces d'attraction sont compensées et la molécule, on peut dire, est heureuse. Par contre, si la même molécule se trouve à la surface, comme il n'y en a pas comme elle n'est pas attirée par d'autres molécules, en fait, il y a une tension qui est créée, il y a des forces qui ne sont pas compensées. Ça veut dire que les systèmes voudraient diminuer l'aire de surface. En fait, ce qu'on voudrait, c'est de diminuer, et ça on voit juste quand on ouvre le robinet, il y a un jet qui devient instable, parce qu'en fait, la surface de l'eau, en l'occurrence ici, on voudrait les systèmes voudraient la diminuer le plus possible, et donc il fait ça en émincissant les jets et finalement en les cassant et en faisant des sphères, parce que la sphère pour le même volume a la surface la plus faible. Donc, ce changement, en fait, cette goutte qui coule de robinet, c'est en fait l'exemple le plus visible, enfin un des plus visibles de l'existence de molécules et de l'attraction entre les molécules. Mais du coup, on peut dire on comprend l'adhésion, parce que si on a deux objets qu'on a joints avec la surface, les molécules ici sont parfaitement heureuses. Donc, les séparer ces objets, ça voudrait dire créer les deux surfaces, et donc l'énergie nécessaire de séparer ces deux surfaces sera égale à deux fois l'énergie additionnelle qu'on avait dans la surface, par le fait que ces molécules ici à la surface ne sont pas aussi heureuses que ce qu'elles étaient quand les deux surfaces étaient jointes. Et cette énergie, peu importe les unités, c'est l'énergie par unité de surface. Le travail qu'il faut dans cette vision pour séparer de surface est de l'ordre de grandeur de centièmes de joules par mètre carré. Vraiment, c'est pas important qu'est-ce que c'est le joule par mètre carré, c'est l'unité légale, d'accord, de l'énergie par unité de surface. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est un centième. Et donc, une fois que j'ai dit ça, je peux vous remercier pour votre attention, parce que vous savez tout sur l'adhésion. Et donc, je profite pour vous remercier d'être là, et que maintenant, vous pouvez partir à n'importe quel moment, parce qu'en fait, je trouve que dans le théâtre, quand on remercie les acteurs à la fin, c'est un peu bizarre, parce qu'on devrait les remercier tout de suite. Donc, voilà. Donc, en tout cas, les acteurs devraient remercier le public. Donc, je vous remercie d'être là, et je vous remercie pour votre attention. D'autant plus que l'histoire que je vais vous raconter va m'emporter tellement qu'à la fin, j'oublierai de vous remercier d'être là. Donc en fait, on avait dit c'est que tout est lié à force d'interaction intermoléculaire qui sont finalement des forces très faibles. Mais il y a certaines personnes qui croient tellement qu'ils confient leur vie à l'adhésion. En fait, que si on nous met en contact avec le mur, on sera collé au mur et on est collé avec une colle cyanoacrylate qu'on appelle le super glue en bon français. Et donc, ce que ces messieurs-là, ils font, ils vont coller l'uniforme à la planche avec la colle, et ensuite, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. En fait, ils vont coller la personne qui croit aux forces intermoléculaires à la planche. Using Solvite extra strong wallpaper adhesive, then flew him over Miami from a helicopter. 25 years on, still going strong. Solvite. OK. Donc, apparemment, il a volé pendant 25 ans, collé à la planche, et en même temps, je suis capable de marcher devant vous. Et donc, c'est les mêmes forces interatomiques
les mêmes forces entre les molécules, mais là, donc en fait, mes chaussures devraient coller au plancher, mais pareil que le monsieur qui était collé à sa planche là, et pourtant ça ne se fait pas. Donc comment ça se fait qu'il n'y en a pas de réaction chimique, il n'y a rien, on ne fait pas de liens permanents, on ne fait rien du tout, et c'est les mêmes forces qui maintiennent la personne avec la colle, et en même temps qui agissent tous les temps, et en même temps, moi, je peux marcher. Et donc, cette question-là, elle est finalement, quand on réalise ça, on se dit, mais c'est quand même très, très mystérieux. Et cette question-là, en fait, pour la répondre, il faut réaliser que l'adhésion, ce n'est pas ce qu'on vient de dire, l'histoire juste de force de thermodynamique, de force de surface et de la séparation très lente, celle qu'on a discutée tout à l'heure. En fait, quand on prend une colle ou deux surfaces qui sont collées et on les sépare, on fait l'endommagement. On endommage les matériaux. Et ça, c'est un processus qui est complètement non équilibre. C'est-à-dire, les travail, la force qu'il faut exercer pour séparer des objets, ce n'est pas juste la force très lente d'éloigner les molécules les unes des autres, mais c'est quelque chose qui consiste à fracturer l'objet, à endommager l'objet. Et donc, c'est un processus qui est en dehors d'équilibre. Donc, ça veut dire que cette énergie qu'il faut fournir pour séparer les objets, c'est l'énergie qui n'est pas à juste séparer les atomes, si vous voulez. C'est l'énergie qui consiste à endommager l'ensemble de matériaux. Et donc, ce n'est pas une histoire de surface, c'est une histoire de volume. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que les énergies d'adhésion peuvent être très, très, très grandes en comparaison avec tout ce que je vous ai dit. Et ce n'est pas un petit effet, c'est 10 000 fois plus grand. Et c'est pour ça que le monsieur pouvait confier tranquillement sa vie à la superglue. Mais une fois que je vous ai dit ça, vous voyez tout de suite que comme c'est endommagement, comme c'est phénomène de non-équilibre, ça voudrait dire aussi que ça dépend comment je mesure, comment je fracture les objets. Et il est clair que l'énergie d'adhésion que je mesure en séparant les objets comme ça, ou en cisaillant comme ça, ou en faisant les pélages, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que quand vous avez de petites feuilles jaunes qui collent, qu'on appelle post-it, quand vous les tirez, ça tient, mais c'est très facile à peler. Et donc on ne peut pas dire qu'est-ce que c'est l'énergie ou la force d'adhésion sans préciser quels sont les tests dans lesquels on fait. Et en plus, ce qui est important, c'est est-ce qu'on endommage l'adhésif ou est-ce qu'on rampe la surface. Dans un cas, on parlera de rupture cohésive, dans l'autre part, on parle de rupture adhésive, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important aussi, c'est qu'il n'est pas important seulement quelle est la surface, quelle est la colle, mais c'est aussi important quelles sont les propriétés des adhérents, quelles sont les propriétés des objets, de matériaux qu'on veut coller. Parce qu'imaginez que cette bleue-là, c'est les chewing-gums. Donc nous savons tous que le chewing-gum est collant. Mais en fait, il n'est pas plus collant que n'importe quoi d'autre. Simplement, quand vous tirez les chewing-gums pour les séparer, pour les enlever, toute l'énergie que vous fournissez, c'est pour déformer ce pauvre chewing-gum. Donc en fait, c'est parce que le chewing-gum, il est visqueux ou élastique ou viscoélastique comme ça, ce qu'il vous paraît très 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 collant puisqu'il est très difficile de décoller. Donc cet exemple-là montre que ce n'est pas seulement important
Donc la surface n'est pas seulement importante, la géométrie est importante et que les propriétés de matériaux en soi-même sont très importantes pour les collages. Et donc, les adhésifs, depuis toujours, c'était des polymères. Et les raisons, et donc en fait, pour l'homme préhistorique, c'était les collagènes qu'ils extrayaient de poissons. Pour nous, sont plus les polymères synthétiques. Donc les polymères, c'est de très grandes molécules qu'on polymérise au cours de collage. Donc en fait, il y a sous oxygène, il y a une réaction chimique qui consiste à rallonger les petites molécules pour faire de très grandes chaînes qui sont enchevêtrées et que c'est ça qui va être notre colle. De temps en temps, on commence avec les chaînes et on les réticule de nouveau avec, souvent avec en présence de l'oxygène, en présence de l'air, ça réticule et ça va un solide mou. Et donc, depuis toujours, et exclusivement, toutes les colles, les adhésifs, c'est de polymères, de grosses molécules qui sont là. Alors la question, évidemment, est quelle est la raison? Et la raison, c'est que les polymères peuvent être mous. Ces grandes molécules, en général, les matériaux polymères sont mous. Et en fait, elles assurent un bon contact, c'est-à-dire les surfaces sont rugueuses. Et en fait, la raison pour laquelle je peux marcher, c'est parce que à la fois la surface de mes chaussures et les planchers est dure et mes chaussures sont dures et rugueuses. Parce que si vous avez la rugosité, la surface qui est très 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 rugueuse, dans ce cas-là, vous mettez deux objets au contact. Et le seul contact que vous allez avoir pour les objets durs, ce sera montagne avec la montagne. Vous n'arrivez pas à enfoncer l'objet dur de telle façon, ou des objets durs en contact, qu'il y a une surface, que les contacts arrivent jusqu'au valet là-dedans. Ce qui veut dire que la surface de contact réel, où les forces atomiques peuvent s'exercer, est quand même nettement plus faible que la surface nominale. Et David Tabor et Fuller, ils ont fait des expériences très simples pour démontrer cet effet sur l'adhésion. Ils ont pris un plexiglas et ils ont pris les balles au caoutchouc et ils ont mesuré la force d'adhésion très faible en appuyant sur la force de caoutchouc. Ils ont montré qu'en travaillant la surface de plexiglas avec les papiers verts, ils pouvaient les rendre plus ou moins rugueuses. Et plus c'était rugueux, plus l'interface, plus la surface de contact était faible et plus l'adhésion elle était faible. Donc ceci est la première raison, parce que les polymères, donc les colles, peuvent être mous et fluides, assurer les bons contacts avec les substrats rugueuses et donc contribuer à une grande énergie d'adhésion. Les polymères peuvent dissiper l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire dissiper l'énergie? Ça veut dire que l'énergie, un peu comme notre chewing-gum, c'est-à-dire que l'énergie qu'on aurait fait pour propager la fracture ou pour endommager les matériaux, la plupart de cette énergie sera perdue dans le processus de déformation des polymères. Donc je vais prendre les mêmes, enfin peut-être pas les mêmes, mais les balles de caoutchouc ou de polymères comme celle de M. Tabor. Et donc, et ça vous le savez bien, c'est que si je lance une balle, la balle peut rebondir très élastiquement à la même hauteur, ou à presque où je la lançais, ou il y a des balles qui ou les objets qui rebondissent très mal. D'accord? Si ça rebondit très mal, ça veut dire que j'ai perdu toute cette énergie potentielle que j'avais, toute cette énergie que je l'avais, je vais les perdre en contact au moment de rebond,
Donc ça veut dire je veux dissiper l'énergie. Autrement dit, la balle va coller au plancher, d'accord? Puisqu'elle ne va plus rebondir. Alors je suis très gêné pour faire cette expérience-là. Donc il y a 2 balles ici. C'est très, très difficile, c'est-à-dire si on les appuie, il est difficile de voir qu'elles sont très différentes. Pourtant, il y a une balle qui va rebondir plus haut que l'autre. Et donc, je fais cette conférence dans des endroits différents, dans un opéra aux États-Unis où il y avait, je ne sais pas moi, 500 personnes ou 600 personnes. Je fais ça dans les congrès scientifiques où il y avait de très grands scientifiques. Et je demande toujours à quelqu'un de venir sur scène ou sur podium, de prendre ces 2 balles, de les toucher. Je l'ai fait dans les lycées à Argenteuil et de dire quelle est la balle qui va rebondir plus. Et je fais ça une vingtaine de fois, enfin 21 exactement. Et il n'y avait que 2 réponses qui étaient bonnes. Tandis que statistiquement, si on ne sait rien et on devine, on devrait avoir à peu près 10 réponses bonnes et 10 mauvaises. Mais pour une raison que je n'arrive pas à expliquer, tout le monde donne la mauvaise réponse. Donc je voudrais bien faire cette expérience-là, mais maintenant seulement s'il y a les volontaires, parce que comme vous savez, la probabilité de mauvaise réponse, elle est très grande. D'accord? Donc je ne sais pas s'il y a un mauvais... voilà, venez, alors. Sur scène. Donc vous pouvez toucher. Alors en plus, les 2 fois où la réponse elle était bonne, c'était les personnes ont triché parce que en fait sans que savoir, ils ont rebondi, ils faisaient semblant de réfléchir beaucoup et ils ont rebondi la balle de leur tête, d'accord? Et moi je me suis pas aperçu, donc c'était très astucieux. Donc ne faites pas ça, d'accord? Réfléchissez mais comme ça, voilà. Celui-là il va rebondir plus, allez-y. Non, mais montrez l'autre parce que sinon tout le monde va penser que c'est les mêmes balles. D'accord, merci beaucoup. Non, c'est très très difficile. Merci beaucoup. Bon, alors pourquoi c'est tellement difficile? Parce qu'en fait, notre jeune amie là n'avait pas de ce qu'on appelle les rayonmètres dans la main, c'est-à-dire elle pouvait pas voir la réponse, elle pouvait pas voir quand on rebondit la balle. Donc la balle, elle se déforme, d'accord? Et c'est à ce moment-là qu'elle dissipe l'énergie. Alors donc en fait, c'est ça qu'on teste un peu avec le doigt. D'accord? Et donc, on essaye de voir quelle balle va se déformer beaucoup plus. Mais on fait ça au temps long, c'est-à-dire on appuie, c'est pas la même fréquence, c'est pas la même l'échelle de temps que quand ça rebondit. Et donc, en fait, il faudrait savoir qu'est-ce qui se passe à temps très courte. Et ça, c'est très très difficile. Ça, c'est très difficile, voire impossible. Et donc, en fait, cette adhésion de cette balle-là que je vous ai montré, elle peut être très, très, très forte parce qu'en fait, au temps très court, elle est très rigide. Au temps très long, elle est beaucoup moins rigide, beaucoup plus élastique. Et entre les deux, si je l'appuie, la contrainte relaxe. Et donc, c'est cette relaxation-là, qui fait que l'énergie est dissipée. Un peu comme les liquides, j'appuie la force et les liquides coulent. Donc en fait, la contrainte va régler. Donc c'est une sorte d'amortissement. D'accord? Donc c'est la même chose que ça. Et donc, et c'est ça qui donne l'amplification de l'adhésion. Et en fait, les premiers qui ont compris ça, la même année que nous, on a compris un peu l'effet de rugosité, c'était Pierre-Gilles Desgènes. Et il a compris qu'en fait, quand la fracture se propage, il y a l'énergie, cette dissipation là-dedans freine la propagation des fractures. Et il y a amplification d'adhésion par un facteur qui est le rapport de cette élasticité au temps très court à cette élasticité au temps très long. Et donc c'est le résultat qui est très simple. Mais il y a une autre raison pour laquelle on utilise les polymères, c'est que si vous imaginez
cette longue molécule qui est accrochée à deux surfaces, là accrochée chimiquement, et si je la déforme ici, et finalement, à un moment, les liens chimiques qui tient de cette molécule va être cassé. Et la molécule, et donc on va casser la molécule. Et les chimistes auraient dit, bah oui, je vais dissiper l'énergie des liaisons entre les atomes de cette chaîne. Mais en fait, je dissipe beaucoup plus parce que chaque unité de cette chaîne est sous tension, et donc je vais dissiper toute l'énergie qui était stockée dans cette déformation. Et donc là, j'ai encore un facteur d'amplification qui est le nombre des unités. Et c'est le deuxième mécanisme de dissipation. Et c'est pour cette raison-là qu'on a des dissipations viscoélastiques, c'est-à-dire les dissipations qui dépendent de fréquence des réponses et que je peux les régler. Donc ici, c'était réglé parce que je réglais, ces balles-là sont aussi molles ou aussi dures à fréquence faible, mais répondent très différemment à fréquence forte. Ici, je pouvais faire ça en accrochant certaines liaisons que je peux coller les objets. Et c'est là où on arrive à quelque chose qui est encore un peu paradoxal, c'est-à-dire les gels. Alors les gels, vous les connaissez bien, les hydrogels, vous les voyez tous les jours, ça va de dessert préféré des Anglais, les jellies, qui sont les gels de polysaccharides, gélatine naturelle. On les utilise aussi dans d'autres applications. Ici, c'est l'anti de contact. Donc les gels peuvent contenir énormément d'eau. C'est des chaînes de polymères qui sont réticulées de nouveau, donc c'est-à-dire sont liées entre elles par des liens chimiques ou physiques d'ailleurs, et les gels peuvent contenir énormément de l'eau. Et les résultats de ça, c'est que les gels sont très intéressants parce que justement contiennent de l'eau, ils répondent, mais souvent sont très glissants et ne collent pas bien. Donc là, vous voyez les gels de polydéméthylacrylamide qui ne collent absolument pas. La gélatine ne va pas coller sur polyacrylamide, mais paradoxalement, les mêmes gels collent sur les gants quand je porte au laboratoire. Donc, le fait que je ne peux pas coller les gels sur les gels, c'est parce qu'il est difficile de coller l'eau sur l'eau. D'accord? Parce qu'ils sont tellement engorgés de l'eau, et coller de l'eau ou coller sous l'eau est toujours très difficile. Et donc, les méthodes pour coller les gels, ça serait de nouveau de faire la chimie polymériser, réticuler, il faut chauffer. C'est des choses qui sont compliquées et que, en fait, seraient adaptées pour chaque gel, et il n'y a pas tellement de colle. Et c'est là où nous avons eu une idée un peu surprenante qui est venue par analogie avec un autre sujet dont je ne parlerai pas aujourd'hui, les vitrimères, et qu'on pourrait coller avec des particules solides. Ou autrement dit, les gels avec des particules solides peuvent coller. Et ça, c'est quelque chose c'est l'idée qui est venue suite à la conférence de Séverine Rose, qui est là, qui était étudiante avec Alba Marcelin et Dominique Courdet. Et nous nous sommes rencontrés très très loin. Nous travaillons dans la même école, dans deux laboratoires différents. Mais nous nous sommes rencontrés, enfin moi j'ai entendu Séverine, donc présenter des choses au Népal, à Katmandou. Donc de temps en temps, il faut avoir au Katmandou pour savoir qu'est-ce qui se passe à côté et être inspiré. Mais, et donc, il présentait des gels qui étaient très, très, très résistants. Et à ce moment-là, moi j'ai pris les paris que ces gels-là vont être collants parce qu'elles contiennent des particules. Et donc l'idée, c'était qu'on peut coller avec des particules solides. Et je vais vous expliquer pourquoi, et c'est la même explication que nous avons donnée à l'époque. Alors c'est une idée complètement surprenante, parce que c'est une idée, toutes les polymères depuis toujours étaient de polymères. Et là, on va dire, on va coller avec des solides. Alors vous pouvez dire, mais c'est complètement trivial, parce que j'utilise les polymères, quelque chose de mou et visqueux, viscoélastique, pour coller deux solides. Donc je vais utiliser les solides pour
coller les deux choses qui sont viscoélastiques et gel. Mais c'est pas aussi simple. Et donc, en fait, la physique derrière ça, c'est l'absorption. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui est lié à ça. Donc, la physique d'absorption, Jean-François Joanny, qui est directeur de même école, donc c'est vraiment une histoire de famille que je vous raconte, et avec qui on travaillait beaucoup. Donc, Jean-François, il a beaucoup contribué à notre compréhension de compréhension. Alors, je n'ai pas osé de mettre la photo de la directrice du théâtre, Elisabeth Bouchard, mais elle a travaillé aussi beaucoup sur l'absorption. Et donc, je parle sous sa responsabilité. Alors, ce qui est important dans l'absorption, donc voilà nos polymères qui font les gels. Voilà notre particule de surface solide. Donc, en fait, s'il y a une préférence de ces monomères, des unités de polymères, de s'absorber sur la surface, même très faible, les polymères, comme il y a beaucoup d'unités, il y aura beaucoup d'unités qui sont attachées. Donc chaque unité est accrochée faiblement, adhère faiblement, on peut dire, mais l'ensemble, sur la chaîne, il y aura beaucoup de points de contact, ce qui veut dire qu'il serait très difficile de désorber, d'enlever cette molécule de la surface. Et donc, même pour l'énergie d'absorption faible, cette absorption est irréversible parce qu'il y a beaucoup de points de contact par chaîne. Mais en même temps, ça veut dire aussi que cette couche, une fois que je l'absorbais, elle est résistante à l'eau. Donc, quand on dit le fait que j'ai de l'eau ne me dérange pas tellement parce qu'en fait, il est très peu probable d'enlever tous les points d'attache en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de dynamique dans cette couche-là. Et c'est ça qui va être important, c'est-à-dire que chaque monomère, chaque unité de la chaîne peuvent absorber et désorber. Et donc, les principes d'adhésion est basé sur cette absorption de chaîne. Je vais étaler les particules sur la surface de gel. Je vais mettre les deux gels ensemble. Les particules vont faire les liens entre les gels et en même temps, les chaînes de gel vont lier les particules entre elles. Donc tout ça, c'est très faible. C'est des interactions très faibles, mais il y a beaucoup de points faibles, et donc au total, ça va être très fort. Mais il y a quelque chose de plus important, parce qu'on a dit qu'il faut dissiper l'énergie. Il faut qu'on travaille contre quelque chose qui n'a rien à voir avec juste cette chose d'attachement. Et donc, on a les mêmes mécanismes d'amplification, parce que si je tire sur cette chaîne rouge et je décroche la chaîne rouge en ce monomère, toute cette tronçon-là était sous tension, et donc, je vais libérer l'énergie mécanique qui était stockée dans ces tronçons. Mais de façon encore plus importante, si je bouge un monomère, là, j'absorbe de nouveau le même monomère ou un monomère différent. Ce qui veut dire que dans ces processus d'échange, j'absorbe, désorbe, je dissipe l'énergie et donc je peux coller. Donc nous avons pris les nanoparticules de silice. Les silices, c'est un peu la sable, mais on a travaillé aussi avec d'autres particules, oxyde de fer, etc. Et qui sont, vous voyez, donc c'est des particules de taille à peu près de 50 nanomètres qui sont dispersées dans une solution. Et nous allons les étaler sur les gels que vous avez vus qui ne collent absolument pas. Et donc maintenant, nous déposons. En fait, c'est un film un peu long et ennuyé. Et maintenant, donc là, c'est la main d'Alba Marcellan, si vous voulez savoir. Donc, c'est Alba qui fait la manip. Et vous voyez bien, ça colle fort, etc. Donc, voilà la première colle qui n'est pas un polymère. Gardez vos applaudissements pour la suite, merci.
Donc voilà, adhésion est forte et rapide. Donc après, quand on est de très grands scientifiques, on mesure quantitativement des choses. Donc on a mis dans une machine qui peut mesurer les forces et peut tirer en même temps, qui s'appelle la machine d'extraction, on a mis le même gel. Et vous voyez, c'est vraiment l'adhésion forte parce qu'on peut déformer, on peut réformer les gels, doubler la longueur, et ça tient. Et finalement, ça va se casser en dehors de la jonction. Donc on a envoyé cet article à un journal qui s'appelle Nature, enfin bon, peu importe, c'est un journal assez prestigieux, et donc il y avait des rapporteurs, avant que l'article est accepté, il y a des rapporteurs. Et là, des rapporteurs, il nous a dit, non, 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 votre adhésion n'est pas forte, c'est vos gels qui sont fragiles. Donc, comme quoi, il avait raison. Nos gels sont fragiles, mais justement, nous voulons coller les gels qui sont fragiles. D'accord? Donc, là-dedans. Non, mais il a dit non, non, pour mesurer l'adhésion, il faut être capable de décoller à l'interface. Donc, ce que vous savez, on a dit qu'en fait, ça n'a aucun sens, ce genre de questions, et donc, et de donner l'énergie qui était nécessaire pour décoller de surface. Et donc là, on a collé de façon. Donc au lieu de coller comme ça, comme n'importe qui l'aurait fait, nous, on a fait quelque chose qu'aucune personne avec un sens pratique aurait collé comme ça. On a collé sur la tranche. D'accord? Et sur la tranche, donc ce qui va se passer, c'est que sur la tranche, les deux lanières vont se tourner. Et du coup, je ne vais pas avoir les cisaillements. Je vais vous montrer ça encore une fois. Mais je vais avoir les pellages. C'est-à-dire, je vous ai dit que peler, c'est beaucoup plus facilement. D'accord? Donc on appelait, et du coup ça pelait à l'interface, et on a pu mesurer l'énergie, lui donner un chiffre qui a un sens quelconque, 6 joules par mètre carré, en comparaison avec 2 centièmes que ça on aurait attendu juste par la chasse. Donc on colle beaucoup plus fort, effectivement 100 fois plus fort à peu près. Et donc... et donc, on est content parce que ça, c'est l'énergie à peu près de pelage de post-it. Oui. Oui, pas là dans ces films-là, mais normalement, quand ça pèle, on peut peler décoller. Donc celui-là, normalement, on aurait dû à l'interface. J'ai probablement mal. Mais bravo pour l'observation. Oui, il colle à peu près, il se décolle et il colle quand même. Parce qu'en fait, ce que je vous ai dit, c'est que quand on colle quelque chose comme ça, les particules, ça va être irréversible. Donc ce qui veut dire que si j'étalais les particules et j'ai pelé la surface, alors là vraiment pelé, les particules qui étaient collées à la surface restent collées à la surface, je peux remettre mon gel et, et que ça va coller de nouveau. Donc autrement dit, la force qui était nécessaire d'être objet recollé ou réparé est la même. Ce qui veut dire aussi, et ça va être important pour la suite, que je pense que va arriver vite, c'est que je peux repositionner aussi les points de collage. Donc on avait dit que donc, les particules sont absorbées de façon irréversible par ces plein de liens, donc ça veut dire que ça sera résistant à l'eau. Donc effectivement, on peut surgonfler les gels qui sont maintenant sont passés de 80% de l'eau à 97% ou 98% de l'eau. Et vous voyez, pareil, la jonction tient, même si on ne tire pas, voilà, elle tient. Et donc on peut coller au-dessus. Avec d'autres particules, on peut même coller sous l'eau. Donc là, on peut coller les gels différents, mais je ne vous montre pas les films. Ce qui est marrant, c'est que si on les met, ce gel, dans l'eau à gonfler, comme l'élasticité de gélatine n'est pas la même que celle de polydiméthylacrylamide, en fait, on courbe les deux gels. Donc on peut coller les différentes particules. Là, c'est dans notre tube de carbone, l'oxyde. Avec les différentes particules, on peut coller différents gels. C'est autoparable, repositionnables, résistant à l'eau. Ça pourrait être intéressant pour certaines applications de type robotique, pour soulever les objets, la microfluidique, etc. C'est basé de ça que je vous en parlais. Ce qui est important là, c'est que c'est la première fois, c'est vraiment qu'on colle avec des solides, des particules de solides, qu'on peut coller donc
avec les particules de solide. Et ce qui est important, c'est qu'on peut coller les objets régorgés de l'eau. Et à ce moment-là, nous avons fait un deuxième pas qui est complètement inhabituel et qui est lié à notre complète ignorance, puisque nous avons dit on pourra coller les tissus biologiques. Parce que pour nous, les tissus biologiques, la peau, tous les organes, enfin tout ça, c'est un peu comme les gels. Ça comporte énormément de l'eau, etc. Et alors, quand je fais cette conférence dans un endroit, il y a quelqu'un qui écrit sur les blogs en disant ce qu'il a fait, Lebler, c'est que, et les collaborateurs, c'est qu'ils ont trouvé une méthode pour réparer les desserts de jelly, parce que c'était en anglais. Mais ce n'est pas vraiment un challenge, le défi du XXIe siècle, et que ni Cameron ni Miliband, donc, qui est l'opposant dans l'opposition au Cameron, ne vont pas se battre pour donner des millions de livres pour travailler sur la réparation de desserts. Et donc quand vous lisez ça, donc ça vous remet un peu en place. Mais comme on avait donc l'idée que c'est les tissus biologiques, à ce moment-là, on avait cette idée de tissus biologiques, donc on a dit, mais on pourra coller les tissus biologiques. Et donc, dans les titres de notre article qu'on avait publié, c'était adhésion de gel et tissus biologiques. Parce que pour nous, les tissus biologiques, comme je vous ai dit, c'est en fait un peu comme les gels. C'est très compliqué. Il y a de collagène, il y a de protéines, de fibronectines. Il y a plein de choses dans les tissus qui forment des chaînes, etc. Et que nous ne connaissions absolument rien. Mais la seule chose, enfin absolument rien, c'est peut-être pas totalement vrai, et donc on a dit, mais ça devrait marcher pour les tissus biologiques, et en tant que théoricien, j'ai affirmé ça haut et fort, et nous avons voulu envoyer l'article des choses. Mais avant d'envoyer l'article dans un journal important, on demande l'avis de voisins. Et mon voisin, il s'appelle Anthony Maggs, il a lu l'article, il est anglais, donc il a lu l'article, il a corrigé un peu notre anglais, mais surtout, il m'a dit, Ludwig, tu exagères, tu as une certaine réputation, ce qui est vrai, apparemment, et tu vas ruiner cette interprétation en disant des choses comme ça. Vous faites toutes vos expériences, vous avez fait avec l'eau distillée, il n'y a rien, c'est très élémentaire. Mais dans les tissus biologiques, il y a du sang, il y a des tas de choses qui ne pourront pas, qui pourront pas coller. Tu ne peux pas faire ça, tu n'as aucune manip, tu ne peux pas faire. Et donc ça, c'était un vendredi, et moi, j'avais vraiment envie d'envoyer l'article avant le week-end, mais puisqu'il m'a dit que ma réputation est en jeu, et accessoirement, c'est de me co-auteur, donc on ne pouvait pas faire ça. Donc je réfléchis énormément, quels sont les tissus quelle manip je peux faire, quels sont les tissus que je peux prendre pour démontrer que nous avons raison. Et évidemment, avant tout, j'ai parié avec Tony que je vais coller et je vais trouver des trucs. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée saugrenue de coller le foie de veau. Alors pourquoi le foie de veau? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que mon expérience m'a toujours dit que le foie ne colle jamais sur le foie, même si c'est vieilli. Ce n'est pas le cas de steak. Et donc, les bouchers, il m'a confirmé ça. Et donc, ça ne coupe jamais. Et deuxièmement, parce que le foie de veau, c'est ce qui est le plus cher, et nous ne sommes pas vraiment pauvres. Donc voilà pourquoi nous avons choisi le foie de veau. Et donc, samedi, avec Alba, à Catimini, nous avons fait l'expérience, et vous allez voir les films d'expérience, c'est-à-dire on a pris effectivement les tranches de foie, et les foies ne collent pas. Et ensuite, donc chaque fois que je regarde ce film, je ne sais pas si ça va marcher, on étale les nanoparticules.
Donc vous voyez, il y a un peu de sang là-dedans. Donc là, Tony, il ne pouvait rien dire. C'était les conditions presque naturelles. Et bon, on n'est pas particulièrement pressé. Voilà. Donc après, on peut les manipuler facilement. Voilà, très bien. Et donc, c'est extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'on peut réparer. Et donc, lundi, on a envoyé l'article à publication. Et donc, et pourquoi c'est important? Parce que c'est important, parce que, et ça c'est la suite que je vous ai cachée de ce qui est écrit dans les blogs, parce que certes, c'est intéressant, la physique est intéressante, mais si on colle les tissus biologiques, qui sont très très compliqués, dans ce cas-là, on pourra, c'est quelque chose que les chirurgiens cherchent et qu'on pourra faire des choses qui feront que les gens vont survivre plutôt que mourir, parce qu'en fait, il y a un besoin tous les jours, et c'est de ça que je vous en parlerai aujourd'hui. Parce qu'en fait, à l'ère actuelle, et nous ne savions pas ça, mais nous savons maintenant, c'est qu'à l'ère actuelle, il n'existe aucune colle chirurgicale satisfaisante. C'est-à-dire que les colles qui existent sont ou toxiques et on ne peut pas les appliquer à l'intérieur du corps, ou il y a les forces adhésives qui n'est pas suffisante, ou ils ne peuvent surtout pas fonctionner dans les conditions hémorragiques. Et donc les résultats de ça, c'est que en fait, ce qu'on peut réparer, ce qu'on peut assembler, ce qu'on peut faire en cas de coupure, en cas de résection, en cas de cancer, en cas d'enlèvement, en cas de fuite, on repose toujours et surtout sur la suture. Donc, quand on fait la suture, alors les hommes sont priés de fermer les yeux pour ne pas s'évanouir, parce qu'en général, c'est les hommes qui n'aiment pas les aiguilles. Donc voilà, donc, quand on a la suture, en fait, je ne montre pas les films. Donc là, c'est un rat qui est anesthésié. On ne voit pas très bien ici, à cause des constats, on a l'aiguille, et donc en suture. Donc il faut mettre en anesthésie, il faut avoir la personne qui est entraîné pour faire ça, et on fait les sutures, et où on met les agrafes, mais c'est très très traumatisant, ça fait des inflammations souvent, et surtout, on ne pourrait pas faire ça sur les tissus qui sont fragiles. Et donc, avec une équipe de l'hôpital Bichat et surtout Anne Pellet, nous avons immédiatement pensé essayer de faire ça sur les petits animaux, sur les rats, de vérifier que effectivement, c'est une méthode qui, dans certains cas où on a besoin de l'adhésion qui est finalement faible, ça pourrait les servir. Et donc, on prend les mêmes rats. Donc, à droite, on a fait la suture, vous ne voyez pas. Donc là, c'est une blessure très, très profonde. Là, c'est les mêmes nanoparticules. Et on prend une brosse. Alors, ce n'est pas anesthésié parce que les rats, c'est pas stérilisé, je veux dire, parce que les rats sont très, très résistants. Et voilà. Et c'est terminé. Alors, ça, c'est peut-être inutile, cette dernière touche. On presse ensemble. Et en fait, vous voyez, il n'y a pas besoin de suture, il n'y a pas besoin de points. Ça tient très très bien. Et donc 2 minutes après, on peut tirer. Voilà, on tire doucement. Et là, c'est la partie qui est suturée. Et en fait, la résistance est comparable.
Et donc, si on compare donc les mécanismes, donc ça c'est l'histologie. Donc en fait, vous voyez là, après la suture, là vous avez passé. Là, c'est ce qu'on avait mis, la colle qui est souvent utilisée pour les lésions superficielles et qui est la même colle qui a collé le monsieur à sa planche, la cyanoacrylate. Et vous voyez bien, il y a la nécrose, c'est clairement toxique. Et surtout, ça ne cicatrise pas parce qu'en fait, en faisant les films de la colle, j'empêche les cellules de proliférer et de croître. Et donc, j'empêche la cicatrisation. Dans la suture, ici partout, les deux berges de la blessure sont en contact et peuvent cicatriser facilement. Et en fait, avec les nanoparticules, c'est exactement ce qui se passe. C'est la même chose qu'ici, parce que j'ai les deux berges juste en contact et les nanoparticules, les particules sont intégrées dans la blessure et dans l'histologie, on ne les voit pas. Si je mettais juste la poudre qui ferait la barrière entre les deux, dans ce cas-là, effectivement, je n'aurais pas une bonne cicatrisation. Donc là, on a fait l'oxyde de fer parce que ma maman, elle me disait qu'il faut que je mange du fer, que c'est bon pour moi. Donc, en fait, effectivement, les fers peuvent être métabolisés par les macrophages et de nouveau, on ne voit pas les cicatrices. Donc, ce qui démontre juste qu'on pourrait ouvrir une clinique de chirurgie plastique pour les rats, mais pas plus, parce qu'il faudra beaucoup plus d'études pour savoir si c'est effectivement peut être appliqué. Mais bon, la peau, c'est très bien parce que ça permet d'avoir une solution de particules à la maison et avec la blessure, on pourra les traiter, etc. Je vous ai dit, c'est repositionnable, c'est très bien, on peut avoir de très belles, peut-être, cicatrices. Mais c'est beaucoup plus important pour des choses qui, vraiment, pour les tissus qui sont fragiles, pour les foies, pour la rate, pour les poumons. Parce qu'en fait, si on a la blessure de foie, on peut pas, il est très difficile d'arrêter l'hémorragie. On ne peut pas suturer, il est très difficile de suturer puisque c'est fragile. Et ce qu'on est obligé de faire, c'est de ligaturer l'aorte hépatique, ou ce qui n'est pas une solution toujours. Certains chirurgiens enveloppent les foies, ce n'est pas nécessairement. Donc nous, je ne vous montre pas ça parce que c'est vraiment très saignant comme film, même si à la télé on peut voir des choses pires. Et donc, si ça c'est les foies de rat qui est anesthésié, qui avait une blessure ici très profonde, pratiquement à travers, avec une pipette ou avec la brosse, on applique la solution de particules et ça cicatrise bien au bout de 3 jours, et la fonction hépatique avant et après l'opération est vraie. C'est vrai que j'étais le plus inquiet pour les rats. On peut faire, et je termine là, par exemple, si on fait la résection, ce qui aurait été le cas dans les cas de cancer ou cirrhose, et ce qu'on ne peut pas faire actuellement. Le gros problème, c'est comment arrêter les saignements. Donc là, on peut prendre une membrane, on met les nanoparticules sur la membrane, on applique ici, et l'hémorragie s'arrête au bout de quelques secondes, et les rats survivent joyeusement, et 3 jours plus tard, son foie fonctionne, et l'hémorragie fait. On peut aussi coller les objets sur les cœurs battants. Donc là, on a collé un patch qui pourrait relarguer les médicaments ou les cellules pour soigner comme médicaments. Donc, les nanoparticules, on peut espérer, il y a énormément d'études de toxicité, d'efficacité, de force, de choix de nanoparticules à faire pour faciliter sont rapides. Ils peuvent préserver les propriétés de tissus, et on pense que en tout cas, on sait que les besoins sont énormes et qu'on peut-être on pourrait, avec cette chose simple, comparer. Ce qui est important ici, c'est que l'adhésion, elle est faible. Et l'adhésion, elle est faible dans le sens, on n'a pas besoin de l'adhésion très forte, parce qu'en fait, les efforts
qui sont mises sur les foies ou sur les organes, elles ne sont pas très fortes, donc ça pourrait cicatriser. Et avant de terminer, je voudrais vous parler de quelque chose qui me fait énormément plaisir et qui s'est passé 4 mois après la publication de l'article. Malheureusement, on voit mal ici. Fabrice Marchelin était professeur au lycée de Bourdonnais à Curepipe, à l'île Maurice. Alors l'île Maurice, elle est plus connue pour les plages et son forêt tropicale, Curepipe est quelque part ici. Et M. Marchelin, il m'a dit, il a lu, donc l'article a été publié en janvier, il m'a écrit en avril, il a dit, je voudrais bien contribuer à ces recherches-là et je voudrais bien qu'avec mes élèves, je travaille là-dessus. Mais évidemment, ils n'ont rien, d'accord, dans leur lycée à Kipling. Mais il était très enthousiaste et comme c'est anglophone, donc ils ont lu l'article, ils voyaient qu'il faut être quantitatif. Et moi, j'ai accepté volontiers de les aider à une seule condition, qu'ils ne fassent pas des expériences avec les animaux vivants. Donc, nous avons fait. Et donc, en fait, ils ont conçu des expériences et ils ont résolu les problèmes que nous, avec tous nos équipements et avec manque de temps et de moyens, et on ne pouvait pas faire. Ils ont par exemple imaginé comment coller les gels de gélatine en jouant sur les pH. Et de nouveau, je ne vais pas vous embêter comment ça se fait, mais je vous illustrerai juste là. Donc voilà l'expérience. Donc voilà leurs expériences. Ils font ça avec le moyen de bord. Ils ont synthétisé leurs particules pareil avec des méthodes qu'on a designées. Et donc là, ils ont crié, il y avait un cri, mais qu'on n'entend pas, de joie que vous pouvez imaginer. Mais ils ont fait quelque chose de plus et qui est encore plus extraordinaire. Ils ont acheté les poumons de bœuf sur le marché et ils ont montré qu'on peut coller non seulement les poumons sur les poumons, mais les poumons sur les plèvres. Donc ça peut être quelque chose qui est a priori intéressant. Et c'est pareil, c'est quelque chose où ils sont en avance et nous pensons que nous allons publier ensemble quelque chose qui est très simple. Alors évidemment, ils ont fait les études quantitatives parce qu'il y a beaucoup d'élèves, beaucoup de groupes et beaucoup de classes. Et donc, chacune avait des résultats un tout petit peu différents. Et donc, nous avons de bonnes statistiques et nous pouvons croire à des résultats meilleurs. Et donc, c'est quelque chose qui est très plaisant parce que ça montre que c'est très simple à mettre en œuvre. Après, est-ce que ça passera toutes les choses pour arriver un jour dans nos pharmacies à la maison ou dans les tables d'opération? En tout cas, nous allons nous employer. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui s'emploient actuellement pour essayer de transposer ça aussi dans la clinique. Et avec ça, je veux vous... bon, ça je ne montre pas parce que c'est très gore. Et avec ça, je voudrais vous... c'était l'expérience analogue à celle qu'on avait fait avec des poids, mais c'était pour les poumons. OK. Et avec ça, je cherche mon diapo la plus importante. Merci beaucoup. Oui. Les nanoparticules, alors justement, où est-ce qu'elles vont et qu'est-ce qu'elles font? Parce qu'elles se baladent dans le corps, en fait. C'est une excellente question. Donc la question, je répète, c'était qu'est-ce que deviennent les nanoparticules? Donc la réponse la plus simple, ce serait, enfin il y a deux éléments de réponse. La première réponse, c'est que si par exemple c'est des particules d'oxyde de fer, les macrophages
les absorbe et donc les nanoparticules sont métabolisées, peuvent être... Le fer normal comme celui qu'on a dans l'organisme. Oui, c'est l'oxyde de fer, oui, c'est le fer normal, le même. Donc, et il y a des kilos de fer déjà, etc. Ça ne veut pas dire que c'est pas toxique, il faudra aussi savoir, mais en tout cas, ça peut arriver. Les particules de silice sont a priori pas toxiques, mais c'est pareil, il faut voir qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier élément de question. La deuxième, après, les particules sont intégrées, il reste. La quantité, elle est très très faible. Et justement, avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, les particules ne vont pas se balader nécessairement dans les corps parce qu'elles sont absorbées à l'endroit où elles étaient posées. Mais là, pareil, il faudra répondre. Mais il y a un deuxième élément qui nous paraît, enfin en tout cas pour les chirurgiens avec qui on travaille, il paraît plus important, c'est que quand vous faites la rétransplantation de foie, et si vous pouvez utiliser ça après la résection, ces problèmes-là apparaissent minimes. C'est devenir ça paraît pas si important que ça. C'est-à-dire que dans les situations de vie et mort, on pourrait se poser la question sur ces choses-là. Mais de nouveau, je ne veux pas dire que tout est connu et que c'est une question importante qu'il faudra aborder. Oui. Est-ce qu'on a essayé sur le rat? On l'a pas encore essayé sur les humains. Pardon, j'entends mal. Ce qu'on l'a essayé sur le rat, on l'a pas essayé sur un humain. Oui, non, nous n'avons pas, enfin à ma connaissance, c'était pas essayé dans les essais sur les gens, mais parce que je sais qu'il y a dans différents pays les gens qui travaillent, donc moi je ne sais pas, et je pense qu'il faudra faire pas mal d'études. Enfin, on est parti vers quelque chose, mais nous espérons que bientôt. Mais ça, c'est évidemment, ce sera les rêves que non seulement qu'on essaye, mais en plus que ça marche. L'effet Cole dépend de la densité des particules. De concentration. De la concentration des particules. Et mon autre question, je trouve ça formidable, la recherche participative. Et en même temps, j'imagine que vous avez breveté. Oui, donc il y a deux questions. D'abord la question sur la concentration. Oui, probablement ça dépend de la concentration. On étudie ça. Il y a une jeune thésarde qui travaille sur ces questions-là. Nous ne comprenons pas. En fait, ce que je vous expliquais, qu'il faut faire une monocouche de particules. Et donc, effectivement, quand on s'emploie, mais quand on fait avec les pinceaux, on met certainement plus de particules que pour la nécessaire pour la monocouche, d'accord, et qui sont lavées, effectivement, d'où la question où est-ce que ça devient après, d'accord. Donc, c'est absorbé. Donc l'effet de concentration, il n'est pas clair parce que les concentrations aussi changent la stabilité des particules. Ce qui est important, c'est et la concentration et la chimie de surface. Ce qu'on peut dire, c'est à partir d'une concentration de l'ordre... Là, c'était 30%, ce qui est beaucoup. À 1%, ça colle déjà. Donc ça, c'est la partie concentration. La partie brevet, oui, c'est breveté. C'est pas ça qui va empêcher ou pas empêcher le développement. Ça pourrait au contraire aider à développement et à la propagation. D'ailleurs, je ne sais pas si les brevets vont être valides ou pas, mais effectivement, nous espérons que ça va être plus large. Mais il est possible aussi que les brevets, ça évolue. Et ce n'est pas nécessairement ces brevets-là. Ce qui est le plus important, c'est que c'est tout de suite su et connu par tout le monde et tout le monde peut travailler et améliorer
et donc faire d'autres brevets ou pas brevets, d'accord, des choses. Et que certainement notre but, ce n'est pas que ça reste, au contraire, on préférait que ça se propage le plus vite possible. Oui, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris quelque chose. Les gels, enfin, les nanoparticules servent d'intermédiaire entre les deux tissus biologiques qui jouent le rôle des gels précédemment. Exactement. Et vous avez dit à un moment que s'il y avait trop de nanoparticules, ça empêchait la cicatrisation. Donc ça se rapproche de la concentration de nanoparticules. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y en ait pas trop pour que ça ne fasse pas une couche imperméable qui empêche la cicatrisation. Parce que finalement, ce qu'on recherche, c'est la cicatrisation entre les deux berges. Exactement. Et donc il faut qu'il n'y en ait pas trop, mais un peu quand même. Enfin, Non, mais justement, non, oui, les transparents avec la poudre était un peu, enfin, ça allait un peu trop vite à la fin. En fait, on met un énorme excès, et dans ce cas-là, il y a juste, c'est comme si on mettait du sable là-dedans, et dans ce cas-là, effectivement, il n'y en a pas de contact intime. C'était juste pour montrer qu'il n'y aura pas de contact intime, d'accord ? Dans les cas de hémorragie, par exemple, quand on est dans les conditions hémorragiques, certainement on met trop de particules, on met beaucoup de particules quand on les fait ça comme ça, on met un excès. Il y a les sangs qui enlèvent là-dedans, mais les particules, quand ils s'absorbent, ça donne l'adhésion. Donc, autrement dit, même dans les gels, quand on faisait ça avec les pinceaux tels que je montrais, on met trop de particules. Mais quand vous les mettez ensemble, les deux gels, vous chassez l'excès des particules. Donc, par exemple, pour la peau, les gestes que vous n'avez pas vus, c'est qu'en fait, finalement, il y a les gouttes qui ressortent et qui sont enlevées de la surface. Donc, en fait, ce qui reste, c'est juste les choses qui étaient absorbées sur la surface en contact. Mais là encore, c'est quelque chose que... Enfin, tout ce que je vous ai dit, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Et donc, c'est une excellente question. Parce que c'est ça qu'il faudra voir contrôler. Mais ce n'est pas un problème quand on met l'excès, parce que quand on appuie les deux choses, on chasse tout ce qui n'est pas absorbé. Donc, l'excès n'est pas un si grand problème. J'ai encore une question. Vos deux balles, elles sont faites personnalisées ou c'est des balles du commerce ? Non, c'est pas. Ah oui, alors l'histoire de balles est très intéressante parce qu'en fait, non, c'est pas de balles de commerce parce que les balles de squash qui s'approcheraient les plus de ça, elles rebondissent encore un peu plus, d'accord ? Et donc ces balles-là, j'ai eu il y a 30 ans par une société avec qui on a collaboré et qui fabriquait les polymères qui s'appellent Norbornen. Et ils m'ont donné ça en cadeau pour me montrer. À l'époque, je ne savais pas très bien ce que ça veut dire. Et donc, je les ai gardés très, très précieusement pour les montrer. Et il y a un an, il y a une autre société qui est venue me voir. Et en fait, c'est les gens qui ont racheté les usines de cette usine-là, etc. Et ils avaient ces deux balles et ils étaient très étonnés que je connaissais les balles. Mais ils ne produisent pas les balles pour les vendre, mais ils avaient une pour démontrer que leur polymère est extraordinaire. Voilà. Et donc je leur demandais qu'ils me passent les balles, parce qu'ils n'ont pas voulu, qui auraient été moins abîmées que celles-là. Et en fait, je fais une conférence pour les hommes politiques et les balles sont disparues dans le public. Alors je ne tirerai surtout pas de conclusions de ça, mais et donc je reste qu'avec ces deux balles. Mais nous connaissons la société qui pourrait éventuellement produire, mais ce n'est pas commercial. D'autres questions ? Oui. Vous-même, actuellement, vous savez reconnaître au toucher la différence entre les balles ? Vous-même, maintenant ? Ah oui, enfin, une fois que vous l'avez vu, oui, parce qu'il y a une qui est craquelée, donc oui. Mais au toucher seulement. Ah, au toucher, si je ferme les yeux, moi j'ai du mal. Ah oui, même maintenant. Ah oui. Non, là je ferme les yeux, j'avoue que j'aurais du mal. Donc, mais enfin, je vous laisse tous à toucher de voix. Il y a des gens qui disent que ça... Bon, bref. Mais à un moment, j'ai voulu arrêter ça parce qu'en fait, ça s'approche un peu dans la magie parce que je stresse les gens
en disant que on ne peut pas répondre correctement. Et alors, il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui disent l'opposé de ce qu'ils pensent, et il y a d'autres qui disent ce qu'ils pensent, mais au total, ça revient au même. C'est toujours la mauvaise réponse. Donc, c'est un peu bizarre. Voilà. D'autres questions? Dans ce cas, on va remercier à nouveau. Merci à vous.